facteur de risque cardiovasculaire, c'est une notion qui nous est familière. En 2019, on a tous entendu parler de facteur de risque. Et pourtant, c'est une notion qui est récente. On n'avait pas l'habitude de cette notion avant 1950. Il va falloir attendre 1950 pour que ça apparaisse. Pourquoi? Parce que en Amérique était apparue dans les années 50 une nouvelle épidémie. Une nouvelle épidémie, c'était des crises cardiaques chez des sujets qui avaient 40 ans. Et c'était quelque chose de nouveau. Et ça apparaissait après une période faste pour les États-Unis qui suivait la Première Guerre mondiale, une période de richesse. Les gens étaient heureux, les gens pouvaient consommer, ils allaient dans les premiers supermarchés, ils allaient dans les premiers McDonald's, ils fumaient comme le cow-boy de Marlboro, ils fumaient beaucoup, et ils avaient des voitures, et la Ford T avait été la première voiture qui avait permis de populariser une certaine richesse. Et apparaît, 30 ans après, une épidémie avec des gens qui meurent, et c'était nouveau. Et on n'avait pas de microbes, parce que jusqu'à maintenant, dans toutes les générations qui nous ont précédés, de quoi mouraient les gens? Les gens, ils mouraient d'abord de faim. Et jusqu'à nos arrière-grands-parents, même en France, on n'avait pas toujours à manger. Ils mouraient de quoi? Ils mouraient de la guerre, et puis ils mouraient des épidémies. Des épidémies de maladies infectieuses. Et depuis Pasteur, on savait qu'une maladie infectieuse, elle était due à un microbe qui avait un facteur causal et que derrière le microbe, il y avait une maladie qui avait un tableau caractéristique avec des variations, mais les choses étaient claires. Et là, pour la première fois, on n'avait pas l'explication de cette nouvelle épidémie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre de Corée est apparue et la guerre de Corée en 1950, elle a tué une trentaine de milliers d'Américains. Et qu'est-ce que faisaient les médecins américains? Ils faisaient des autopsies des GIs qui mouraient. Et on s'apercevait que les GIs qui avaient 25 ans qui mouraient, ils avaient déjà les artères qui étaient en train de se boucher. Ils avaient ce qu'on appelait des stries lipidiques et des plaques d'athérome qui apparaissaient. Et ça, c'était nouveau et il fallait comprendre pourquoi il y avait ces plaques d'athérome. Et c'est le grand mérite du Surgeon General, du délégué général à la santé américaine de l'époque, de dire il va falloir essayer de comprendre et on n'a pas de facteur causal, il va falloir chercher une étiologie et on va prendre une ville américaine, qui représente la population américaine et on va essayer de voir ceux qui vont développer cette maladie, cette plaque d'athérome qui bouche les artères. Et ils ont pris une ville qui est dans le Massachusetts, qui est dans la banlieue de Boston, et qui représente la population américaine dans la répartition des sexes, des âges, des différentes catégories de population. Une ville qui faisait à l'époque 6000 habitants. Et ils vont mettre, et ils ont beaucoup de mérite, ils vont mettre toute cette population en carte. Il n'y avait pas les ordinateurs, ils vont mettre des cartes perforées, et chacun va être mis avec ses caractéristiques. Son sexe, son âge, ses antécédents, sa taille, son poids, ses caractéristiques au niveau cardiaque, est-ce qu'il y avait un souffle, est-ce qu'il y avait une hypertension artérielle, est-ce qu'il y avait tout ce qu'on faisait en 1950, et on en faisait beaucoup moins qu'on en fait aujourd'hui, on faisait beaucoup moins de choses. Mais c'était déjà un recueil qui était important. Ils avaient même marqué la consommation de cacahuètes, initialement, donc pour essayer de caractériser au mieux les gens. Et on va essayer de suivre les gens pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et tous les ans, les gens vont être revus et voir s'il y avait des modifications et s'il y avait eu 3 événements. Et à ce moment-là, ils vont chercher 3 événements. Le premier événement, c'est de savoir la mort subite. Est-ce que les gens sont morts? Et surtout, s'ils sont morts brutalement. La deuxième chose qu'ils vont rechercher, c'est la survenue d'un infarctus du myocarde. La troisième chose qu'ils vont rechercher, c'est un accident vasculaire cérébral. Donc on suit, et c'est ce qu'on appelle un suivi de cohorte. On va suivre ces gens-là. Il va falloir attendre 7 ans. Il va falloir attendre 7 ans et beaucoup de relevés statistiques pour essayer de corréler les événements, ces 3 événements, mort subite, infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral, avec des caractéristiques statistiquement significatives. Et c'est en 1957 que le premier élément de corrélation va apparaître, et c'est la notion d'une hypertension artérielle. La notion d'une hypertension artérielle qui va être corrélée avec ces événements, ces 3 événements graves, et singulièrement avec un facteur très important de corrélation,
c'est avec la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Et on va voir que quand on est hypertendu, on a 7 fois plus de chances d'avoir un accident vasculaire cérébral que quand on ne l'est pas. Donc, la notion va apparaître là de notion de facteur de risque. Alors maintenant, c'est la première fois qu'on voit que c'est un facteur parmi d'autres qui apparaît et que c'est pas simplement un facteur causal, c'est un facteur qui augmente la probabilité, mais on peut avoir une hypertension artérielle sans forcément faire une mort subite ou un accident vasculaire cérébral. C'est pas du tout comme dans les maladies infectieuses où quand vous avez le bacille de la typhoïde qui se promène dans votre organisme, vous allez faire une fièvre typhoïde. Là, c'est un facteur causal. Donc, je voudrais introduire là la notion de facteur de risque, comme le définit l'OMS maintenant. L'OMS, elle définit l'hypertension comme un facteur de risque, effectivement, d'accident vasculaire cérébral, mais l'OMS, elle donne cette définition, c'est un attribut, une caractéristique ou une exposition d'un sujet à un facteur qui va augmenter l'incidence d'une maladie ou la survenue d'un accident. Alors c'est très vaste, ça dépasse très largement le caractère cardiovasculaire qu'on évoque, et le meilleur exemple d'un facteur de risque, c'est par exemple l'absence d'utilisation d'un préservatif dans les maladies sexuellement transmissibles. C'est un facteur de risque, quelque part. Donc, voilà les affaires. Donc, ça apparaît secondairement, mais les premières notions de facteurs de risque sont apparues à propos de l'hypertension, des accidents vasculaires cérébraux, à travers l'étude de Framingham. Donc, va apparaître cette hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, nous en avons déjà parlé, ça peut être une maladie, et c'est un facteur qui apparaît, que nous avons tous de la tension artérielle. À partir de quel moment on parle d'hypertension artérielle? Quand on évoque donc cette affaire-là, on a déterminé la limite à partir de laquelle on parle d'hypertension artérielle. Après beaucoup de tâtonnements, on est arrivé en 2015 à définir l'hypertension artérielle par une tension artérielle qui est en basale, supérieure à 14 cm de mercure pour la tension artérielle systolique, supérieure à 9 cm de mercure pour la tension artérielle diastolique, de manière régulière, pris à plusieurs reprises. Et je vous rappelle qu'il faut, pour définir une hypertension artérielle, donc avoir pris la tension à 3 reprises, le matin et le soir pendant 3 jours, et retrouver une moyenne qui est supérieure à 14,9. Là, on parle d'hypertension artérielle. Lorsqu'on a 15 de tension, c'est pas pour ça qu'on va faire un accident vasculaire cérébral. C'est clair que le risque est d'autant plus important que la tension est importante et que le risque en réalité commence en dessous de 14,9, mais il devient significatif à partir de 14,9. Donc c'est pour ça qu'on le retient. Deuxième notion qui est importante dans cette histoire de facteur de risque au plan collectif, c'est que c'est très corrélé à la population dans laquelle nous vivons est assez caractéristique. Et qu'une des caractéristiques essentielles de la population actuelle des pays industrialisés, c'est la consommation de sel. Nous mangeons beaucoup trop salé, nous mangeons beaucoup trop riche, et le caractère le plus évident qui a été mis en évidence, c'est la consommation de sel dans la population. Cette consommation de sel, après les études de Framingham, elle a interpellé un pays, un petit pays, mais qui est très extrêmement discipliné et qui payait un lourd tribut aux maladies cardiovasculaires, puisqu'il y en avait à l'époque 3 fois plus qu'il y en a en France. C'est la Finlande. La Finlande était ravagée par les maladies cardiovasculaires. Et les autorités sanitaires finlandaises ont pris deux décisions. La première décision, c'est de diminuer la consommation de sel dans la population. Donc, de manière drastique, ils sont intervenus au niveau du sel contenu dans les aliments industriels, au niveau du sel dans le pain, et ils ont pu faire diminuer la tension artérielle. Et ils ont diminué également la quantité de graisse, ils avaient une alimentation très grasse. Et en 30 ans, ils sont venus à un niveau de cardiovasculaire qui est équivalent à la population française. Donc c'est des mesures collectives, on va y revenir dans les mesures de prévention pour diminuer l'incidence de ces maladies cardiovasculaires qui, en France, donc, font chaque année 180 000 morts quand même, 180 000 morts. Deuxième facteur de risque qui va apparaître un an plus tard, 1958,
on va trouver une corrélation avec le taux de cholestérol et l'incidence des maladies cardiovasculaires. Curieusement, c'est apparu après, alors que on a toujours tendance à penser que l'hypercholestérolémie est un facteur causal de la genèse de la maladie athéromateuse, puisque la plaque athéromateuse est constituée pour beaucoup de cholestérol en elle-même. Alors ce cholestérol, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas le diaboliser. Le cholestérol, c'est un produit qui est dans l'organisme et qui est indispensable à la vie. C'est l'espèce de base avec laquelle l'organisme va fabriquer les hormones. Si on n'a pas de cholestérol, il n'y a pas de vie possible. Donc on a besoin de cholestérol. Et le cholestérol qui circule dans le sang, il a deux origines. Qui se partagent pour moitié donc dans le taux général de cholestérol. Il y a une synthèse endogène du cholestérol qui est faite au niveau du foie. Ça constitue la moitié du cholestérol. Et la deuxième, c'est les aliments, en particulier d'origine animale. Donc quand on a 3 grammes de cholestérol, il y a 1,50 g qui vient du foie, et il y a 1,50 g qui vient de la consommation des aliments d'origine animale, que ce soit les viandes grasses, que ce soit les laitages, que ce soit les fromages et tout ça. Donc on se retrouve avec, quand il y a une hypercholestérolémie, soit c'est une hypercholestérolémie d'origine endogène, qui va être liée à une fabrication excessive au niveau du foie, soit à une consommation exogène. Alors on connaît depuis longtemps l'hypercholestérolémie, je dirais familiale, et qui est d'origine endogène, qui n'est pas liée du tout à l'alimentation, qui est liée à un défaut de récepteur du cholestérol à l'extérieur, qui entraîne une hyperfabrication au niveau hépatique. Ce sont des maladies génétiques avec 2 formes. Il y a des maladies donc qui sont des malades homozygotes et qui ont donc malheureusement la maladie qui vient des 2 parents. Ces gens-là, ils ont plus de 10 grammes de cholestérol et ils meurent dans l'enfance parce qu'il y a un tel taux de cholestérol que les artères sont bouchées. La probabilité est extrêmement faible puisqu'il y a un patient pour 1 million d'habitants. Donc c'est extrêmement rarissime. Les formes hétérozygotes, où il n'y a qu'un parent qui est porteur, sont beaucoup plus fréquentes, puisque la fréquence est de 1 sur 400. Alors eux, ils meurent pas dans l'enfance, ils meurent dans dans l'adolescence et à l'âge adulte, mais jeunes. Et ils ont 4, 5, 6 grammes de cholestérol. Lorsque j'ai commencé ma carrière dans l'armée, je faisais la sélection au niveau des 3 jours pour l'aptitude au service et pour les classes. Et une des recommandations qu'on avait, c'était d'éliminer ces gens de manière rapide, parce qu'on n'avait qu'une peur, c'est qu'ils fassent une mort subite pendant l'exercice des classes. C'était le sujet. Alors le dépistage était facile à l'époque. Les gens venaient avec leur certificat médical, mais j'ai examiné des patients à cette époque et ils avaient des dépôts de cholestérol qui étaient visibles. Quand on a 6 grammes de cholestérol, on a au niveau des yeux des dépôts qu'on appelle du xanthelasma, on a un arc cornéen, on a des xanthomes tubéreux qui sont au niveau des tendons et au niveau des coudes, et on voyait orangé du cholestérol, on voyait le cholestérol. Et ces gens-là, donc malheureusement, s'ils en avaient au niveau des yeux, s'ils en avaient au niveau de la peau, ils en avaient au niveau des artères. Donc on savait donc le rôle hétérogène, mais ça c'est une maladie. Mais monsieur tout le monde, il n'a pas des taux pareils de cholestérol. Et pendant longtemps, on avait 2 problématiques. C'était dans la population, quand on faisait une étude de la population française, la moyenne du cholestérol dans la population française des années 80, c'était 2,60 g. Et avoir 3 grammes de cholestérol, ça n'avait rien d'exceptionnel. Et simplement, c'était corrélé avec des morts d'origine cardiovasculaire. Alors on a affiné le tir et surtout, on n'avait malheureusement pas à l'époque de moyens efficaces pour faire baisser le cholestérol. On donnait des produits qui s'appellent les fibrates, et les fibrates, vous avez peut-être entendu parler du Lipantil, c'est vrai, faisaient baisser le cholestérol, mais à la marge. C'est-à-dire quand on avait 3 grammes de cholestérol, qu'on prenait son Lipantil, on se retrouvait avec 2,70 g, ça diminuait le risque, mais il fallait avaler des wagons de produits pour obtenir un résultat des plus minimes. Sont apparues 2 révolutions. La première révolution, c'est une analyse du cholestérol un peu plus fine. Et on s'est aperçu qu'il y avait du bon et du mauvais cholestérol. Et que le cholestérol, il a vraiment un lien étroit avec la genèse de la plaque
qui existent au niveau de l'artère. Il y a deux cholestérols. Le cholestérol, en réalité, c'est comme un cavalier qui circule sur un cheval. Et le cheval, c'est une lipoprotéine qu'on appelle soit low density lipoprotéine, soit high density lipoprotéine. Et ces lipoprotéines, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles permettent la fluidification du cholestérol, qui normalement est insoluble dans l'eau. Ça permet que ça circule dans le sang, donc dilué. Et nous avons nos petites molécules de cholestérol qui sont sur le LDL cholestérol et qui sont sur le HDL cholestérol. On a donc les deux qui circulent là comme ça. Alors le LDL, il a une particularité, c'est qu'il vient apporter le cholestérol sur la plaque. Il vient le déposer, c'est comme ça. Et puis curieusement, le HDL cholestérol, il a une cinétique inverse, il vient faire du nettoyage et il empêche le cholestérol de se fixer sur la plaque. Tout ça c'est bien, il pourrait y avoir un équilibre. Mais tout ça est génétiquement déterminé. Et malheureusement, dans nos populations caucasiennes, les deux ne sont pas équivalents. Actuellement, chez quelqu'un qui va bien et qui a un cholestérol total un peu plus bas que celui qu'on évoquait, qui est de l'ordre de 2,5 grammes, on va se retrouver avec un LDL cholestérol qui est en moyenne de 1,6 grammes. Alors que le HDL cholestérol, il est en moyenne de 0,4 grammes par litre. Donc on se retrouve avec 4 fois plus de ce qu'on appelle le mauvais cholestérol que de bon cholestérol. Donc il y a un déséquilibre évident qui va dans la genèse de la plaque. Donc toute la prophylaxie va être, pour baisser le cholestérol et la genèse de la plaque, va être soit d'augmenter le HDL cholestérol, soit de diminuer le LDL cholestérol. Alors soyons clairs, malheureusement, tout ça est génétiquement déterminé. On ne dispose pas de moyens efficaces actuellement pour faire monter le HDL cholestérol. Ça n'existe pas. On voudrait, on cherche, l'industrie pharmaceutique travaille, et le jour où on trouvera ce médicament, il rapportera des milliards à son fabricant. Par contre, on a trouvé des molécules qui sont efficaces pour faire baisser le LDL cholestérol. Elles sont apparues dans les années 80, et c'est la deuxième révolution. C'est ce qu'on appelle les statines. Alors les statines sont des produits toxiques, qui ont une caractéristique, pour les plus efficaces d'entre elles, c'est de faire baisser de plus de 40%, donc le taux de LDL cholestérol pour les plus efficaces d'entre elles, quand on les prend à pleine dose. Donc l'objectif, c'est de rétablir un équilibre entre le HDL et le LDL en diminuant le rapport, donc en diminuant le taux du LDL. Alors, les recommandations sont variables. Dans la population générale, quand il n'y a pas d'autres facteurs de risque, on se contente de ce rapport, 1,6, si tout va bien, si on n'a pas d'autres facteurs de risque. Mais quand on a déjà été malade au plan cardiovasculaire, l'objectif actuel, ou quand on va voir un cardiologue, ça va être de faire baisser ce LDL cholestérol à 0,7 grammes. C'est l'objectif actuel qui est recommandé au cardiologue. Donc, quand il voit un patient qui a des problèmes cardiaques. Avec l'objectif, c'est d'essayer de rétablir un équilibre entre ces deux taux. Alors, j'ai des patients qui ont des fois un peu plus de HDL et qui arrivent à avoir un équilibre proche de 1 entre le bon et le mauvais cholestérol, en estimant donc que la plaque est bloquée par ce biais, voire même qu'on peut obtenir des rémissions, des espèces de régressions, tout est là, au niveau des plaques qui ne sont pas encore constituées. Donc l'hypercholestérolémie, c'est un vrai problème, c'est au cœur donc de la prévention des maladies cardiovasculaires, et ça passe par une prise en charge médicamenteuse qui est associée bien sûr à des règles hygiéno-diététiques, que la consommation donc de graisse animale, elle doit être réduite, et que, on le voit avec l'exemple finlandais, c'est un objectif important des règles hygiéno-diététiques dans la prévention de ces maladies. Le troisième facteur qui a été mis en évidence, malgré les obstacles du lobby du tabac, ça a été le tabagisme. Le tabagisme, c'est un facteur de risque comportemental. C'est pas comme l'hypertension, c'est pas des caractéristiques, c'est un comportement. Et la consommation de cigarettes, c'est aussi quelque chose de récent. Il faut savoir que la cigarette, elle a été inventée dans les années 1870 pour le contingent français qui était parti au Mexique pour défendre l'empereur Maximilien. C'est les premières cigarettes. Mais ça a vraiment pris
après la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, pour les poilus, pour les gens qui étaient dans les tranchées, entre le vin rouge et puis la cigarette, ça leur permettrait de supporter l'horreur. Et ça a pris. La cigarette est une invention du diable qui est terrible, parce que c'est une véritable cheminée d'usine qu'on porte à la bouche, avec deux courants. Quand on absorbe la fumée de cigarette, on se retrouve directement avec quelque chose qui va être hydraté, qui va aller directement au fond de la gorge, et puis au fond des poumons. Et puis on respire quelque chose qui n'est pas hydraté, mais qui est autour du nez, avec d'autres substances. Il y a 3600 substances dans la fumée de cigarette. Il y a des substances radioactives, il y a des désherbants, il y a des antiseptiques, et puis il y a des goudrons redoutables, il y a le 3,4-benzopyrène, et il y a la nicotine. Et à travers toutes ces substances, le tabac, c'est un résultat très clair. L'année dernière en France, 78 000 morts. 78 000 morts qui sont liés au tabac, dont 40 000 cancers du poumon, qui ont fait 32 000 morts, et 40% de ces morts sont d'origine cardiovasculaire. Que ce soit au niveau donc des infarctus du myocarde, que ce soit au niveau des artériopathies des membres inférieurs, le tabac est un facteur majeur qui multiplie par 3 le risque d'artériopathie des membres inférieurs, par 2 le risque cardiaque. Ce qui se passe avec le tabac, c'est qu'il est toujours lié à la maladie cardiovasculaire chez les gens qui font un infarctus avant 40 ans. Moi, j'ai vu la semaine dernière, j'ai reçu 3 personnes qui avaient moins de 40 ans, qui venaient de faire un infarctus du myocarde, et pour les 3, il y avait les mêmes caractéristiques, c'était tabac, tabac, tabac. Donc, il faut savoir aussi que qu'un joint, grosso modo, c'est 10 clopes, 10 cigarettes. Voilà. Donc, le tabac, c'est... Alors, pourquoi? Parce que le tabac, il a 3 caractéristiques. Il est athérogène. Il participe à la genèse de la plaque. Deuxièmement, il est thrombogène. Et la thrombogénicité, c'est quoi ici? La plaque, c'est quelque chose qui a toute une histoire. Elle bouchera l'artère de manière progressive, c'est sa finalité. Mais la plaque, elle a un problème, c'est que souvent, elle se fracture. Et que la fracture de plaque, c'est un événement fréquent et dramatique. C'est cette fracture qui va générer, d'une part, l'infarctus du myocarde, et d'autre part, l'accident vasculaire cérébral. Comment? Parce que quand il y a une fracture de plaque, l'organisme, il veut fermer cette fracture. Et pour l'enfermer, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque un afflux de plaquettes. Et ces plaquettes, qui sont les éléments qui viennent constituer la phase primaire de l'hémostase, c'est très bien pour fermer une plaie qui est extérieure. Là, ces plaquettes, elles vont constituer un caillot, et ce caillot, il va finir de boucher l'artère qui avait commencé à être bouchée par la plaque. Et le sang ne va plus pouvoir passer, et ce qui est en aval ne va plus être irrigué. Qu'est-ce qu'il y a en aval? Il y a le muscle cardiaque, et c'est ce mécanisme qui explique l'infarctus du myocarde. Donc, tous les facteurs qui augmentent la thrombogénicité, c'est-à-dire l'afflux de plaquettes, ce sont eux qui provoquent, donc qui augmentent le risque de manière importante d'infarctus du myocarde. Et le tabac est vraiment, par sa thrombogénicité, un des facteurs essentiels de la genèse de l'infarctus du myocarde, en particulier chez les sujets jeunes. Le troisième facteur, c'est le spasme. Le tabac, la nicotine, c'est un puissant agent de spasme vasculaire. Quand on trempe la queue d'une grenouille dans une solution où il y a de la nicotine, vous avez des trémulations spastiques au niveau des muscles de la grenouille. Donc, athérogène, thrombogène, spasmogène, le tabac, en dehors des méfaits qu'il peut faire au plan pulmonaire, c'est au plan cardiovasculaire une catastrophe. En particulier, et la première chose qu'on peut faire pour sa santé, et de très loin, c'est d'arrêter de fumer. Le 4e facteur, c'est le diabète. Le diabète, c'est une maladie duale. Il y a 200 000 Français qui sont ce qu'on appelle diabétiques de type 1. Ils n'ont pas de chance dans leur prime jeunesse, avec un terrain génétique particulier, ils ont eu une infection et une maladie auto-immune sémique qui a détruit les cellules de Langerhans qui sécrètent l'insuline. C'est comme ça. Et s'ils n'ont pas d'insuline, ils sont morts. Heureusement, depuis 1922,
l'insuline a été synthétisée et on est sauvé et on peut donc, avec des piqûres d'insuline, survivre. Et on peut faire des maladies cardiovasculaires. Mais ce ne sont pas eux qui constituent le grand contingent de diabète préoccupant. Ce sont ce qu'on appelle les diabètes de type 2. C'est des diabètes de la maturité. Là, les cellules de Langerhans, elles sont toujours ici. Bon, du point de vue génétique, tout n'est pas particulier, mais on a développé autre chose. On a développé l'obésité. Et l'obésité, en particulier, l'obésité abdominale. Et cette obésité abdominale, cette graisse qui est dans l'abdomen, elle est autour du pancréas. Elle est autour du pancréas et elle le met dans une gangue. Et il a beau essayer de sécréter son insuline, qui sécrète, l'insuline, elle n'arrive pas aux cellules. Elle n'arrive pas aux cellules, et petit à petit, la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang, il augmente. Alors il n'augmente pas de manière excessive, comme quand il n'y a pas du tout d'insuline. On n'aura jamais 5 grammes de sucre dans le sang. On n'évoluera jamais vers le coma. Simplement, on se retrouve avec une glycémie qui n'est plus de 1 gramme, comme elle doit l'être, et que c'est une constante qui est très réglée dans l'organisme. Elle est au-delà de 1 gramme 26, qui est la limite qui a été établie au dernier congrès en 1980 pour définir donc le niveau du diabète. Elle est de 1 gramme 50, 1 gramme 70, 2 grammes. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que le sang qui circule dans l'artère, il n'a plus les caractéristiques physico-chimiques attendues. Et que c'est comme si on roulait avec un carburant inadapté. Si vous avez une belle voiture à injection, une belle BMW, il faut que vous rouliez avec du sans-plomb 98. Parce que sinon, vos injecteurs, ils vont souffrir. Pourquoi ils vont souffrir? Parce que la viscosité n'est plus la même et finalement, ça va entartrer petit à petit vos injecteurs. Eh bien, quand on roule avec une glycémie, quand on marche avec une glycémie qui est de 2 grammes, petit à petit, il y a une irritation qui se constitue au niveau de la paroi interne des artères, de l'intima, et ça se fait au détriment de la lumière du vaisseau qui rétrécit. Alors vous aviez déjà des plaques, vous avez des caillots, et en plus vous avez un épaississement vasculaire. Et cet épaississement vasculaire, il va toucher les artères les plus fines. Et dans le diabète, il y a 3 types d'artères fines, qui sont nos injecteurs. Les premières, ce sont les artères des yeux. Les artères des yeux, de l'artère ophtalmique qui irrigue la rétine, c'est extrêmement fin. Et quand on roule avec une glycémie excessive, petit à petit se passe ce phénomène et on va se retrouver avec ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Et la rétinopathie diabétique, elle est tout à fait le mécanisme initial, c'est celui-ci, qui aboutit à la cécité, qui aboutit à la perte de la vision. Le deuxième injecteur, c'est les vaisseaux des reins. Les reins est le grand filtre de l'organisme, et de la même manière, pour qu'ils soient parfaitement irrigués, on a besoin d'avoir des artères qui soient de calibre normal. Bien là, malheureusement, on va se retrouver avec une insuffisance rénale, et le diabète est le premier pourvoyeur de dialyse. Et puis le troisième injecteur, c'est ces artères coronaires, ces artères du cœur, toujours qui nous intéressent en premier dans le risque cardiovasculaire, et elles sont également victimes. Le diabète est un grand pourvoyeur d'infarctus du myocarde, et va venir en supplément donc de l'hypertension artérielle et du cholestérol pour oblitérer l'artère, en plus de la genèse de la plaque. Donc le diabète constitue le dernier facteur de risque. Et ce diabète de type 1 lié à cette obésité, il est comme le reste, comme l'hypercholestérolémie, comme l'hypertension. Il est lié à un mode de vie. Tout ça, c'est le mode de vie, l'American Way of Life, où on se déplace plus, où on devient sédentaire, on ne bouge plus, on a sa voiture, on a son canapé, on a sa télévision, on a ses produits industriels qui sont riches en sucre, qui sont riches en sel et qui sont riches en graisse d'origine animale. Tout ça pour nous tromper, pour que l'alimentation, elle nous flatte. Quand on mange des produits industriels, on est toujours content. On peut manger le saucisson le plus infect, il va être salé, il va être sucré, il y aura de tout dedans. Tout pour nous tromper. Il y aura peut-être pas beaucoup de bonne viande, mais tout le reste, l'important, c'est que nos papilles gustatives soient flattées. Alors la catastrophe, elle a été encore plus terrible dans les années 80, parce que même au niveau des cantines des écoles ou des casernes, on a dit, tiens, il faut pas mettre de l'eau, c'est pas bien, on met plus de vin, on va mettre des sodas. Donc il y a eu l'épidémie, non pas de sida, mais il y a eu l'épidémie de soda. L'épidémie de soda, c'est mettre à disposition des enfants du Coca-Cola, mettre du Fanta,
mettre tous ces aliments en distribution en sachant que dans 1 litre de Coca-Cola, il y a 24 morceaux de sucre. 24 morceaux de sucre qui vont passer directement, qui vont stimuler le pancréas de manière manifeste et qui vont favoriser la genèse de ce diabète de type 2. Donc les 4 facteurs sont et sont complétés par la sédentarité, ce que je viens d'évoquer, cette sédentarité qui va bien avec ce mode de vie qui entraîne tous ces facteurs nocifs. Alors tout ça évolue et on peut le modifier, mais ça vient sur un terrain qui n'est pas modifiable quelque part. Et le premier élément qui n'est pas modifiable, c'est l'hérédité. Nous sommes le fruit de dizaines et de dizaines de générations qui se sont succédées. Il faut toujours se souvenir que la grande pyramide de Khéops, aujourd'hui, elle a 4500 ans. 4500 ans, et quand on se dit la pyramide, elle a 4000, combien de générations se sont succédées depuis la construction de la pyramide? Et les générations qui se sont succédées, elles se sont succédées et se sont adaptées à un environnement. L'environnement, je vous rappelle, c'était les épidémies, c'était également les guerres, mais c'était le manque d'aliments. Donc, toutes ces épidémies, elles sont arrivées là, et il y a des familles, des successions qui arrivent et qui sont plus vulnérables que d'autres à ce mode de vie. Et quand on a un de nos parents qui est mort pour les hommes avant 55 ans, ou une femme qui est morte avant 65 ans d'une maladie cardiovasculaire, ou qu'on a des frères et sœurs qui sont dans ce cas-là, attention, on est peut-être au plan génétique plus vulnérable que d'autres. Donc l'hérédité est un facteur qui est pas modifiable. Le deuxième facteur qui n'est pas modifiable, c'est l'âge. Il est clair que c'est un peu comme les termites qui mangent la charpente. Ces plaques, ça se constitue très progressivement. Je travaille avec un cardiologue qui fait des coronaroscopies, c'est-à-dire qu'il va regarder à l'intérieur des coronaires. Il me dit, il faut pas regarder parce que c'est terrible. On va faire une dépression si on regarde nos artères. Parce des plaques, on en a partout, qui se constituent, qui sont le fruit de ce mode de vie et qui se constituent progressivement, mais dont l'émergence clinique se fait au bout d'années. Si on est mort à 40 ans, ça n'aura pas le temps d'apparaître, si on n'est pas un GIs américain quelque part. Mais si on a 65 ans, si on a 70 ans, c'est à ce moment-là que patiemment la maladie est attendue et c'est là qu'elle va émerger. Donc l'âge est un facteur très important. 2 facteurs sont intéressants à analyser, c'est le sexe. Les femmes sont protégées jusqu'à la ménopause. Et si on revient dans ce qu'on disait sur le cholestérol, pourquoi? Parce que le cholestérol est utilisé dans la genèse des hormones quelque part, et les femmes, donc il va y avoir à un moment donné une espèce de protection du fait d'une orientation du cholestérol vers la fabrication hormonale. Et l'arrêt, les femmes vont rattraper les hommes, elles vont mettre 10 ans, 55, 65 ans, et après elles se retrouvent avec une présentation clinique qui est problématique de ces maladies cardiovasculaires par rapport aux hommes. Et enfin, le stress. Alors le stress, est-ce que c'est un facteur de risque? Est-ce que c'est un marqueur? C'est difficile à fixer parce que c'est beaucoup plus subjectif que les autres facteurs à analyser. Mais enfin, souvent, on retient ce facteur. Donc, nous avons des facteurs modifiables et des facteurs non modifiables. Il faut déboucher maintenant, c'est comme dans la thérapeutique, dès qu'on a identifié ces facteurs, il faut faire de la prévention. C'est-à-dire, lorsque les facteurs sont présents, il faut éviter d'arriver au bout, c'est-à-dire la genèse d'une plaque significative et de ces complications qui vont générer donc la maladie. Donc la prévention, elle va être individuelle et elle va être collective. La prévention individuelle, c'est l'identification pour chacun des facteurs de risque dont il est porteur. Donc ces facteurs de risque, ils marchent ensemble. C'est pas un facteur de risque isolé qu'on a, c'est en général, on a l'ensemble des facteurs. Celui qui pose problème, c'est pas l'hypertendu qui a 20 tensions, parce que celui-là, il va être rapidement identifié et traité. C'est pas l'hypercholestérolémie familiale qui a 6 grammes de tension. C'est un vrai sujet, c'est un vrai problème, malheureusement, mais il est rapidement identifié et réformé dans le cas de l'armée. C'est pas le diabétique qui se pique à l'insuline. C'est la personne qui est au milieu, qui a 2,80 grammes de cholestérol avec un LDL cholestérol qui est à 2 grammes. C'est celui qui fume son petit paquet de cigarettes. C'est celui qui
à 16 de tension. Et c'est l'association de tous ces facteurs, petit à petit, qui va générer la maladie cardiovasculaire. Alors, pour ce faire, on a essayé d'établir pour chaque individu donc ce qu'on appelle des grilles. Des grilles, en France, on appelle ça la grille SCORE. La grille SCORE, c'est pour chaque individu le risque absolu qu'il a d'être mort à 10 ans d'une maladie cardiovasculaire en fonction de ces paramètres. Donc, je vous montre cette feuille. Alors, il y a pour le nord de la France et pour le sud de la France, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une grosse différence entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. La France, le sud, eh bien, ça partage avec l'Italie et surtout la Grèce. La Grèce où il y a une île qui s'appelle la Crète où il y a un régime qui s'appelle le régime crétois, et ce régime, donc, très bénéfique par rapport au régime finlandais initial, donc, entraîne une diminution à la fois du cholestérol, de l'hypertension et du diabète. Donc, c'est plutôt très bien. Alors, grosso modo, on distingue là, dans ces grilles SCORE, le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme, le fait d'être fumeur ou le fait d'être non-fumeur, et puis le fait d'avoir beaucoup de cholestérol ou d'en avoir très peu, et puis les chiffres de tension artérielle. Donc, tous ces paramètres reprennent à la fois les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables. Alors, le cauchemar, c'est quelqu'un qui vit dans le nord de la France. Quelqu'un qui vit dans le nord de la France et qui a 65 ans et qui fume. Il est intéressant de voir pour la grille SCORE qu'on ne dit pas 10 cigarettes, 20 cigarettes ou 2 paquets de cigarettes. On fume. Deuxièmement, on ne dit pas le cholestérol, si c'est du LDL cholestérol ou du HDL cholestérol. Vous avez du cholestérol et celui-là, il a 3 grammes de cholestérol total. 3 grammes de cholestérol total, fumeur, un homme de 65 ans qui a 18 de tension. Alors, on est sensibilisé, mais celui-là, il a une chance sur deux d'être mort dans les 10 ans d'une maladie cardiovasculaire. Une chance sur 2. Sur la même grille, une femme qui a les mêmes caractéristiques, elle aura simplement une chance sur 100 d'être morte. Donc, on voit l'âge, on voit le rôle du sexe, on voit le paramètre important. Donc, quand on est dans le sud de la France, et si on est donc toujours individuellement, si on est pris avec les caractéristiques de ces populations, on n'a plus que 26 chances sur 100, une chance sur 4 d'être mort à 10 ans, dans le cas le plus péjoratif, et 0 pour les femmes. 0, il n'y a aucun risque à 40 ans. Donc, ça permet d'analyser ces différents paramètres, et c'est quelque chose au plan individuel qui est très très important, donc c'est d'analyser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Au plan individuel, pour réduire. La première chose à faire, à l'évidence, c'est d'arrêter de fumer, puisque le fait d'arrêter de fumer diminue le risque relatif, parce que là on était dans du risque absolu, après c'est le risque relatif. Un fumeur, ça multiplie par 2 son risque. Donc, il passe de 47 à 26. On diminue statistiquement par 2 son risque. La première chose, c'est ça. La deuxième chose à faire, c'est de faire baisser sa tension artérielle. En passant de 18 à 12, on va encore diminuer par 3 le risque relatif, puisqu'on passe pour le fumeur de 26 à 9 chances en passant de 18 à 10. Attention. Pareil, le cholestérol, en passant donc de 3 grammes de cholestérol à 1,50 g, on va passer de 17 à 9. Chacun des paramètres, donc, on intervient sur les différents. Alors, pour intervenir, quoi faire? Arrêter de fumer, changer son alimentation, manger du fruit et du légume, éviter les viandes, et puis alors avoir des apports médicamenteux éventuels, et puis diminuer le sel. Les apports médicamenteux éventuels pour faire baisser le cholestérol, eh bien, ce sont ces fameuses statines qui interviennent sur la chaîne. Donc, on intervient au plan individuel, donc au plan collectif, on intervient. Et quelle a été la chose la plus importante de ces dernières années en France? C'est la loi anti-tabac. Et c'est l'augmentation du prix des cigarettes qui fait, pour la première fois l'année dernière, on a vu une diminution de la consommation des cigarettes, en sachant qu'il y a quand même 1 personne sur 4 qui fume en France, malgré tous les avertissements et cette information qu'on a déjà donnée. Donc il y a quelque chose au plan individuel et au plan collectif. Alors il y a également le problème du sel en France. En France, on sale beaucoup trop. On devrait être à 6 grammes de NaCl. La consommation moyenne est de 9 grammes.
Moi, j'ai fait une étude chez les hypertendus, dans mes hypertendus. Les hypertendus, c'est 17 grammes de sel de consommation quotidienne, ce qui est énorme, quoi. Alors ça, c'est la prévention, je dirais, individuelle et collective, tout venant. La prévention, elle concerne aussi, elle concerne essentiellement la prévention primaire, en amont des problèmes. Ce qui est intéressant pour le cardiologue, c'est la prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est serrer la vis, quelque part. Quelqu'un qui a fait un infarctus, quelqu'un qui a une artérite des membres inférieurs, quelqu'un qui a un accident vasculaire cérébral, tout le problème, c'est que ça recommence pas. Et quand je parlais tout à l'heure de mes 3 patients de 40 ans qui ont fait un infarctus du myocarde, ils sont là pour en parler, donc c'est bien, mais il faut pas que ça recommence. Alors, les objectifs sont plus sévères, quelque part. Il faut que la tension artérielle, elle soit parfaitement normalisée, et c'est loin d'être obtenu. Il faut que le cholestérol LDL, qui est la cible principale, il soit à 0,7. C'est l'objectif ce qui n'est pas facile à atteindre et qui nécessite des thérapeutiques aux statines à forte dose, voire associées à d'autres hypolipémiants. Il faut que l'arrêt du tabac il soit formel et définitif. Et malheureusement, dans la population dont je parle, 1 recommence à fumer sur 2 au bout de 6 mois, ce qui est cauchemardesque. Il faut que le diabète il soit parfaitement neutralisé avec un régime adapté, et il faut une activité physique permanente pour intervenir à la fois sur les différents facteurs. Donc cette prévention secondaire, à travers une modification des modalités de la vie, c'est essentiel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer. Donc vous le voyez, la thérapeutique cardiovasculaire, elle passe à travers l'analyse et la maîtrise de ces facteurs de risque. C'est essentiel. On a bouleversé complètement l'approche des maladies cardiovasculaires ces 30 dernières années. L'aptitude agressive avec des procédures qui permettent de déboucher les artères, qui est apparue depuis une trentaine d'années, ça permet de récupérer des gens et de faire baisser cette mortalité, ce qui fait que maintenant les cancers sont en tête de liste pour les causes de mortalité grâce à cet interventionnisme. Mais cet interventionnisme, à travers des procédures, il s'associe à la prise en compte des facteurs de risque et à leur maîtrise pour éviter d'abord l'évolution de cette maladie quand elle ne s'est pas encore déclarée et surtout quand elle s'est déclarée pour une prise en charge globale de la maladie cardiovasculaire. Je vous remercie de votre attention. Voilà.